Le commerce mondial, c'est une machine gigantesque et incroyablement complexe. Chaque jour, des milliards de dollars de marchandises traversent les frontières. Mais comment ça marche vraiment dans les coulisses? On va plonger ensemble dans la mécanique cachée qui rend tout ça possible, le financement du commerce international. C'est la question fondamentale. Imaginez une seconde, un vendeur en Corée du Sud, un acheteur au Brésil. L'un ne veut pas expédier sa précieuse cargaison sans être payé et l'autre, bien sûr, ne veut pas envoyer son argent sans avoir reçu la marchandise. Alors, comment on sort de cette impasse? Ce défi, c'est un face-à-face classique. D'un côté, la personne qui vend, de l'autre, celle qui achète. C'est un problème de confiance qui est aussi vieux que le commerce lui-même. C'est un véritable bras de fer. L'exportateur, son but, c'est d'avoir son argent le plus tôt possible, idéalement avant même que les produits ne quittent son entrepôt. Mais l'importateur, lui, c'est tout l'inverse. Il veut payer le plus tard possible, de préférence après avoir reçu, vérifié et peut-être même déjà vendu la marchandise. On a là deux intérêts qui sont diamétralement opposés. Et les enjeux sont colossaux. Si on ne parvient pas à combler ce fossé de confiance, eh bien les grandes transactions internationales deviennent beaucoup trop risquées. En fait, l'économie mondiale telle qu'on la connaît ne pourrait tout simplement pas tourner. Alors comment on fait? La solution la plus courante, c'est un instrument financier assez génial, qui est négocié par les banques. Ça s'appelle la lettre de crédit. C'est là que la magie opère. En gros, la banque de l'acheteur met sa propre crédibilité en jeu. Pour le vendeur, la simple promesse d'un partenaire commercial lointain se transforme en une garantie en béton armé, signée par une grande institution financière. C'est tout de suite plus rassurant. L'analogie est parfaite. La lettre de crédit agit comme un tiers de confiance, un arbitre neutre. Elle met l'argent de côté et ne le débloque que lorsque toutes les conditions du contrat sont remplies à la lettre. Ça sécurise tout le monde. Ok, maintenant qu'on a le concept, voyons comment ça se déroule en pratique. On va suivre le parcours d'une transaction typique, étape par étape. Tout commence bien avant que le moindre colis ne soit expédié. On met en place la garantie financière. L'exportateur ne bouge pas tant qu'il n'a pas reçu la confirmation, via sa propre banque, que la lettre de crédit est bien réelle et que le paiement est sécurisé. C'est la fondation de toute l'opération. Une fois que cette garantie est en place, l'exportateur peut enfin expédier ses marchandises, l'esprit tranquille. Mais le moment décisif, le vrai, c'est l'étape 6, les documents. Ce n'est pas juste de la paperasse, c'est la preuve irréfutable que l'exportateur a bien rempli sa part du contrat. Et parmi tous ces papiers, il y en a un qui est le roi. Le connaissement, qu'on appelle aussi Bill of Lading. Il faut voir ça comme bien plus qu'un simple reçu. C'est carrément le titre de propriété de la marchandise. La personne qui détient ce document contrôle la cargaison. C'est aussi simple que ça. Ici, on crée un nouvel instrument financier. En validant les documents, la banque de l'importateur s'engage noir sur blanc à payer une somme fixe à une date future. Cet engagement, cette promesse de paiement, devient un actif en soi que l'exportateur peut soit attendre, soit vendre. À ce moment précis, l'exportateur peut souffler. Il sait qu'il va toucher son argent. La seule question qui reste en suspens, c'est de savoir quand exactement. Et ça ouvre un choix stratégique. Voilà le dilemme. Soit l'exportateur patiente 120 jours et il empoche la totalité de la somme, soit, s'il a besoin de liquidité tout de suite, il peut vendre cette promesse de paiement sur le marché et toucher immédiatement une somme un peu inférieure. Tout dépend de ses besoins en trésorerie. Bon, tout ça, c'est la méthode classique. Mais que se passe-t-il quand elle ne marche pas? Par exemple, quand un acheteur n'a tout simplement pas assez de devises fortes, comme des dollars ou des euros, pour payer. C'est là qu'on sort les outils plus créatifs. On entre alors dans le monde du commerce de compensation, ou counter-trade. C'est en quelque sorte une forme de troc très sophistiquée. L'idée est simple, je te vends mes produits, et en contrepartie, je m'engage à acheter les tiens. Et ce n'est pas juste de la théorie. Prenons un cas réel. American Machine Tools voulait vendre pour 5 millions de dollars de machines à l'Estonie. Le problème, comme le souligne cette citation, c'est que l'acheteur n'avait probablement pas les dollars nécessaires pour payer la facture. La situation était critique. Ce n'était pas seulement une vente de 5 millions de dollars qui était en jeu. C'étaient les emplois de nombreux travailleurs qualifiés qui risquaient de disparaître. Ça montre bien pourquoi il fallait absolument trouver une solution alternative. Alors, comment on peut structurer ça? Il y a plusieurs options. Le troc direct, bien sûr, mais il y a des montages plus malins. Par exemple, le rachat. American Machine Tools vend ses machines et accepte d'être payé avec une partie des produits qui seront fabriqués avec ces machines. Ou alors l'achat en contrepartie, où l'entreprise s'engagerait à acheter des produits estoniens qui n'ont rien à voir, comme du bois ou des textiles. Ces systèmes, aussi ingénieux soient-ils, sont souvent lents, complexes et reposent sur des montagnes de documents papier.
Alors, tournons-nous vers l'avenir et voyons comment la technologie est en train de bousculer ce monde séculaire. On est vraiment à un point de bascule. Comme le montre cette image, le secteur est à la croisée des chemins. La question n'est plus de savoir si la numérisation va arriver, mais plutôt à quelle vitesse et comment elle va redéfinir les règles du jeu. Et les technologies qui débarquent sont révolutionnaires. La blockchain, par exemple, peut créer un connaissement numérique unique, infalsifiable et visible par tout le monde en temps réel. L'intelligence artificielle, elle, peut analyser en quelques secondes des piles de documents pour y dessiner la moindre erreur, une tâche qui prend des jours à un humain. Le but final, un commerce plus rapide, moins cher et beaucoup plus sûr. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. Si la technologie peut vérifier et garantir une transaction de manière immuable, aurons-nous encore besoin de cette poignée de main financière des banques, de ces lettres de crédit qui existent depuis des siècles? C'est une question ouverte et la réponse façonnera l'avenir du commerce mondial.